qui mentionne que c'est en train d'être enregistré. Voilà, parfait. Excellent. Donc, la réunion est enregistrée. On est le 8 juillet 2022. Le webinaire de NEEDS est avec Dr. Michael Prince et April Dabil du Conseil canadien avec déficience. On parle donc de la loi canadienne sur l'accessibilité et la loi sur l'équité en matière d'emploi. Voici maintenant une reconnaissance territoriale. L'Association nationale des étudiants handicapés au niveau postsecondaire aimerait commencer cet événement en reconnaissance que la terre sur laquelle on se réunit aujourd'hui est un territoire traditionnel non cédé du peuple algonquin Anishinaabe. En tant que colon, on est reconnaissant d'avoir l'occasion de se réunir aujourd'hui et on remercie toutes les générations des personnes qui ont pris soin de cette terre depuis des milliers d'années. Nous sommes reconnaissants d'avoir l'occasion d'être présents sur ce territoire. On s'engage à continuer à explorer et à exporter des contributions significatives aux appels à l'action qui résultent de la Commission de vérité et de réconciliation du Canada. Pour en savoir plus sur les reconnaissances territoriales et la réconciliation, vous pouvez consulter le site www.nativeland avec un trait d'union de ces deux mots.ca. Il y aura un lien dans notre chat. Merci, Frank. Très important pour nos événements. Maintenant, ma collègue éco-animatrice Sarah va présenter les orateurs d'aujourd'hui. Comme Elisabeth a dit, il y a Michael Prince et April Daubin. April Daubin est au Conseil de Canadiens avec déficience. En tant qu'analyste et coordonnatrice de recherche, elle va parler de la loi sur l'équité en matière d'emploi et de son histoire. Ensuite, Michael Prince va parler. Il est professeur de politique sociale à l'Université de Victoria. Il va parler de la loi canadienne sur l'accessibilité et d'autres politiques en lien avec cela. Et ensuite, on va avoir une séance de questions-réponses. Alors, commençons avec April pour la première présentation. Merci, Elisabeth. Je veux dire que c'est vraiment super de voir tellement de personnes qui participent un vendredi après-midi en juillet pour parler de l'équité en matière d'emploi que la Commission royale a décrit comme une stratégie pour mettre fin à la discrimination et à ouvrir l'emploi à ceux qui ont été exclus de façon arbitraire. La discussion sur l'équité en matière d'emploi donc, cette I've just muted everyone because there's some background noise, but j'ai mis April tout le monde en sourdine parce que il y avait du bruit en arrière-fond, mais April, je vais vous demander de vous enlever de sourdine à nouveau. Donc, je crois que la dernière fois que la loi en matière d'équité, en matière d'emploi a été revue, révisée, c'était en 2002, malgré le fait qu'on fait cette demande à tous les 5 ans. Donc, cette conversation était vraiment nécessaire et donc, c'est super qu'il y a tant de personnes qui sont là aujourd'hui pour cette discussion. Je veux reconnaître que nous avons de l'équité en matière d'emploi parce qu'il y a eu du travail en équité sociale qui a été fait par des militants dans les années 80-90 dans la communauté des personnes en situation de handicap. Michael Hack à Saskatchewan, Carol McGregor, ont travaillé pour des organismes qui ont vraiment mené la voie pour créer cette équité en matière d'emploi. C'est sur leurs épaules que je me tiens aujourd'hui et j'apprécie tout le travail qu'ils ont fait durant cette période
pour l'équité en matière d'emploi. Nous avons été quand même critiques envers certaines approches dans ce domaine, mais je veux reconnaître que c'est un outil important pour notre communauté et comme résultat, il y a eu des impacts positifs sur la situation de l'emploi. Donc, c'est un travail utile qu'on fait pour améliorer la loi sur l'équité en matière d'emploi. Hier soir, j'étais dans une réunion du comité exécutif du CCD. Pat Danforth, elle est avec nous et elle pourra réitérer que ça prend du temps pour faire du changement social et c'est important d'être toujours présent dans les occasions qui nous font travailler vers cette amélioration. Alors, je suis bien heureuse qu'on soit tous là pour discuter de ça. Au Conseil des Canadiens avec déficience, nous avons une longue histoire avec l'équité en matière d'emploi et l'action affirmative. Je vais parler de cette histoire un peu avec vous aujourd'hui pour que vous puissiez avoir une idée de la situation courante. Avoir un meilleur accès à l'emploi, c'est un des facteurs qui a motivé les personnes en situation de handicap dans les années 70 à s'organiser en groupe inclusif de tous les handicaps qui a éventuellement formé CCD. Les militants dans le domaine du handicap s'informaient sur ce qui arrivait ailleurs et s'en inspiraient pour améliorer l'emploi pour les personnes en situation de handicap. Il y a eu une loi de réhabilitation en 1973 aux États-Unis. Les militants ont utilisé des occasions pour créer des mesures pour adresser les problèmes d'emploi et de manque d'emploi pour les personnes en situation de handicap. À l'époque, 50% des personnes en situation de handicap étaient sans emploi. En 1981, l'ONU a mis en place une loi de soutien pour les personnes handicapées. Le Parlement a travaillé avec CCD et d'autres organismes pour éduquer les élus sur les inquiétudes des personnes en situation de handicap sur les problèmes en matière d'emploi. Il y a eu un rapport par ce comité parlementaire demandant au gouvernement fédéral de mettre en place des actions affirmatives positives dans ce domaine. À l'époque, il y avait seulement 3 ministères qui avaient un programme à ce sens. Donc, la secrétaire d'État, le Conseil du Trésor et pour l'immigration aussi. Mais les personnes qui, à l'époque, ce qu'on appelait qui avaient à l'époque ce qu'on appelait un handicap mental, ont été exclues. Ce mouvement a travaillé pour faire avancer ces lois. Donc, dans les années 80, il y avait 130 obstacles qu'on a identifiés et on a tenté de les faire enlever. Established the Royal Commission on Equality in Employment with Judge Rosalie Abella as its commissioner. This was seen by the Donc, disability. c'est ce qui a été perçu par la communauté comme une opportunité importante pour avancer dans les actions. Le mandat de la commission à l'époque, c'était d'explorer quels étaient les moyens les plus efficaces et équitables pour promouvoir les opportunités d'emploi et pour éliminer les discriminations systémiques vis-à-vis des femmes, des personnes autochtones, des personnes en situation de handicap et des personnes racialisées, avec
cette commission, ça a été l'opportunité de mettre en lumière les obstacles dans le cadre d'une série de recommandations. La commission a fait ses propres recherches sur la situation de l'emploi au Canada. Par exemple, ce qui est ressorti, c'est qu'on a exploré les profils des forces de travail et les différents groupes et on a constaté qu'il n'y avait pas de données globales au niveau national sur les personnes en situation de handicap, ce qui est un indicateur de l'attention qui avait été consacrée jusqu'à ce point-là sur les questions des personnes en situation de handicap. Donc, la commission a envoyé plusieurs invitations à participer à différents groupes d'études et un vaste engagement auprès du public. Et de notre côté, le CCD est intervenu pour présenter quels étaient les obstacles que les personnes en situation de handicap rencontraient en contexte de travail. Par exemple, le rapport de la Commission a établi qu'à moins que l'on rejette des distinctions arbitraires, ces 4 groupes vont continuer toujours à être décalés. Alors, il est nécessaire de rectifier aussi vite que possible la situation et à la lumière des résultats de différentes études qui montrent qu'il y a encore beaucoup d'obstacles vis-à-vis de ces 4 catégories. Pour les personnes en situation de handicap, il doit y avoir autant d'accommodements que possible et toute une série d'appuis techniques et physiques. Le milieu de travail doit être physiquement accessible. Il doit y avoir des accommodements souples pour les personnes qui ne peuvent pas travailler pendant des heures prolongées et les personnes qui ont besoin d'une aide technique doivent pouvoir y avoir accès. Et d'autres ajustements doivent pouvoir être offerts également aux employés en situation de handicap. Les plans de pension doivent également être ajustés de façon à faciliter l'accès des personnes handicapées à l'emploi. Et également, les transports doivent être adaptés pour faciliter l'accès au milieu de travail. Donc, on a recommandé des prérequis statutoires pour promouvoir une équité d'emploi qui obligerait les employeurs à développer et à maintenir des pratiques qui visent à éliminer les barrières discriminatoires en milieu de travail. Donc, la Commission a demandé à ce que la législation identifie les différents domaines où les employeurs et les syndicats pourraient, sont requis d'ajuster leurs pratiques. Et la Commission a également recommandé un suivi des progrès et également des vérifications de la mise en œuvre et toute une série de déclarations de respect de ces recommandations. Le gouvernement fédéral devrait encourager l'équité en matière d'emploi dans le secteur privé grâce à un système de contrat qui prévoit que le gouvernement reçoive ou achète des services de la part d'organismes qui se conforment à ces règlements uniquement. Et de son côté, la Commission royale a passé en 86 la loi canadienne sur l'accessibilité qui est entrée en vigueur en 87. Les personnes en situation de handicap étaient couvertes dans la loi précédente, ainsi que les personnes autochtones et racialisées et les femmes. Cette loi incluait les personnes qui souffraient de handicaps mentaux, de développement et d'autres catégories qui pouvaient être considérées désavantagées en milieu de travail à cause de leurs conditions. Donc, en encourageant les employeurs de les reconnaître comme personnes en situation de handicap. Dans ce groupe, dans ces premiers groupes, les personnes issues de groupes LGBTQ n'étaient pas inclus. Les commentaires après cette loi était que l'on souhaitait une équité d'emploi qui soit plus inclusive, plus
global. Et on voulait également demander, on exigeait également des mesures pour pénaliser les employeurs qui ne se conformeraient pas à ces recommandations, Je m'excuse parce que le signal coupe. Alors, il y a eu une annonce. Je m'excuse, le signal est entrecoupé. Je vais essayer de capter ce que j'entends. En 92, une présentation a été faite par le CTD auprès d'une commission parlementaire pour faire état des progrès qui avaient été réalisés dans le cadre du gouvernement fédéral. Les mises à jour en 95 de la loi ne répondaient pas aux demandes qui avaient été avancées par le groupe de plaidoyer. Et depuis, des sanctions ont été mises en œuvre. C'est-à-dire que les sanctions étaient trop limitées. Les sanctions qui étaient appliquées aux employeurs étaient trop limitées encore. En fait, moins de 20% des employeurs qui sont couverts étaient couverts par en fait, devaient se conformer à cette nouvelle législation. Donc, l'idée était qu'il puisse y avoir davantage d'employeurs qui soient obligés de se conformer à cette législation. Il y a eu ensuite des appels qui ont été avancés par certains employeurs et grâce à notre ralliement, j'espère que cette modernisation ou cette mise à jour pourra donner davantage de mordant à cette législation. Merci, merci April. Merci pour ce parcours historique et ça nous aide un petit peu aussi à comprendre comment on est arrivé jusqu'ici, jusqu'où on est aujourd'hui. J'aimerais maintenant inviter Michael Prince à nous parler de la loi, de la situation actuelle et également qui va nous parler également de la comparaison entre les deux lois, la loi canadienne sur l'accessibilité et celle sur l'équité en matière d'emploi. Alors, avant de commencer ma présentation plus formellement, je voulais reconnaître que cette semaine, nous avons perdu un grand leader et je voulais reconnaître cette personne. C'était un visionnaire et il y a également un hommage qui lui a été rendu par le CCD. Si vous voulez l'écouter, il est disponible en ligne. Alors, nous présentons toutes les sympathies à sa famille, à Jim. Alors, pendant le prochain quart d'heure, je vais vous parler donc du fait que cette loi, cette législation est actuellement sous examen. Alors, dans la loi elle-même, on prévoit qu'il y ait une révision tous les 5 ans. Et donc, cela a commencé en 2007, en 2012 ensuite, un deuxième examen, une deuxième révision. Et la dernière était supposée être en 2017, mais ça ne s'est pas fait. Maintenant, si la législation a été revue, malgré ces révisions, cette loi est restée toujours vulnérable. Elle n'a pas été, non seulement elle n'a pas été renforcée, mais elle a également été compromise par le temps. Donc, il
Il y a eu plusieurs groupes, mouvements en matière de justice sociale qui ont défendu donc cette législation. Mais si on avait eu peut-être un autre gouvernement, on serait rendu ailleurs. Maintenant, on aurait sans doute modernisé ou mis à jour davantage cette législation. Alors, d'abord, les grandes lignes, des initiatives en matière d'emploi pour les personnes handicapées se sont faites avec d'autres gouvernements, avec la société civile et le secteur privé. Alors, comment est-ce qu'on compare cette législation-là à l'autre loi? Can I do that or next slide? Yeah, next slide, please. Are you seeing the slide? It's not advancing on my screen. On va juste attendre d'avoir le bon texte. Okay, hold on. That's okay. There we go. Thank you. Got it now? Yep. So this slide looks at employment initiatives for persons with Alors, disabilities. voici les initiatives en matière d'emploi pour les personnes en situation de handicap, en particulier les programmes fédéraux qui ont été réalisés avec d'autres gouvernements provinciaux, territoriaux, avec la société civile également et en collaboration avec le secteur privé. Alors, 4 initiatives clés en la matière. Tout d'abord, les ententes sur le développement de la main-d'œuvre, qui est la première génération en fait d'initiatives de transfert de paiement avec les provinces et les territoires, donc à partir de 2017-2018, donc 5,2 milliards de dollars sur 6 ans. Et donc, d'après le gouvernement fédéral, ça inclut des financements bien spécifiques pour les personnes en situation de handicap. C'est encore un travail en cours. Si vous demandiez à vos ministères respectifs des provinces où est-ce que si les fonds vont spécifiquement aux personnes en situation de handicap, vous aurez sûrement de la difficulté à recevoir une réponse parce que c'est encore un travail en cours. Il y avait un programme dédié pour les personnes en situation de handicap qui rentrait dans ces ententes. Alors, ça reste toujours un défi de s'assurer que ces financements-là, que ces fonds se rendent effectivement aux personnes en situation de handicap. Ensuite, autre mesure, le Fonds pour l'accessibilité, 100 millions de dollars pour 2021-2022, 2022-2023 pour des lieux de travail plus accessibles. Donc, c'est un financement qui est encore en cours, soutenu, et on espère que, par contre, ça devienne un programme permanent. Ensuite, on a également le fonds d'intégration qui injecte également plusieurs millions. Et maintenant, ce fonds d'intégration fait vraiment partie à tous les effets du plan d'action du gouvernement fédéral pour l'intégration des personnes handicapées. Et également, la prestation canadienne pour les travailleurs, donc il y a un crédit d'impôt remboursable pour les travailleurs à faible revenu. Donc, il y a également un supplément pour invalidité qui est attaché et c'est une amélioration importante qui a été apportée pour ce qui est du bassin de personnes qui sont admissibles. Et il a été lancé pendant le dernier budget fédéral et cette année, récemment, dans une déclaration, on a dit clairement de vouloir améliorer l'accessibilité de ces programmes, notamment pour contrer l'inflation dans laquelle on se trouve, situation d'inflation. Donc, spécifiquement dans la fonction publique fédérale, les initiatives d'emploi pour les personnes handicapées, certaines cibles, des promesses qui ont été faites il y a quelques années. Donc, c'était d'embaucher 5 000 personnes handicapées dans la fonction publique d'ici 2025. Je ne sais pas à quel point il y a un suivi sur ça qui est transparent, mais on doit vraiment porter une attention rapprochée sur ça. Une autre cible,
En ce moment, il y a un peu plus de 5 d'employés fédéraux qui s'identifient comme ayant un handicap. Ce qui est intéressant, c'est que les nouvelles personnes qu'on a embauchées dans la fonction publique fédérale, c'est qu'il y a seulement 4 des personnes recrutées récemment s'identifient comme personnes en situation de handicap. Donc, cette cible de 7 ne semble pas élevée peut-être, mais ça signifie qu'on doit presque le doubler par rapport à ce qui se passe maintenant. Donc, il y a plusieurs mesures aussi. Il y a un fonds d'habilitation centralisé de 10 millions de dollars sur 5 ans pour améliorer l'accessibilité, un programme de stage pour les Canadiens handicapés, des étudiants, et on doit améliorer avec ça donc la loi sur l'équité en matière d'emploi. Ça a été annoncé l'été dernier. On souhaite le compléter d'ici l'automne 2022. Prochaine diapositive. Donc, c'est vraiment un résumé pour laisser la place pour des questions et réponses plus tard. Donc, on m'a demandé de comparer la loi sur l'équité en matière d'emploi. Comme April nous a dit, c'est un produit du militantisme des années 70, début 80. Donc, comparer ça à la loi canadienne sur l'accessibilité qui a aussi une histoire de militantisme qui date au moins des années 90 avec plusieurs groupes et des lois provinciales donc l'Ontario, Manitoba, Ontario en 2005, Nouvelle-Écosse 2017, Manitoba 2013, en Colombie-Britannique. Donc, il y a eu tout un parcours de réformes. Alors, les points en commun de ces deux lois, c'est qu'ils sont donc soutenus et obligatoires, statutaires. Ce n'est pas des choses qu'on veut qu'elles soient là parce que ce serait bien qu'elles le soient, ça doit devenir obligatoire. Et c'est soutenu par les organismes de défense des droits des personnes handicapées et autres mouvements sociaux. C'est en général dans le cadre de juridictions fédérales, incluant les secteurs privés, comme les banques, le transport, les télécommunications et la radiodiffusion et autres secteurs. Comme April a dit, 90% de ceux-ci sont dans cette catégorie. Avant la création de ces lois, il y avait la loi canadienne sur les droits de la personne des années 70, la Charte canadienne des droits et des libertés qui date de 1982. Et ça a mené au rapport Ebello que April a mentionné. Plus récemment, il y a eu la Convention relative aux droits des personnes handicapées de l'ONU que le Canada a signée en 2010. Les deux lois ont une approche proactive et systémique pour faire avancer le changement et éliminer les obstacles. Il y avait une approche un peu plus traditionnelle avant qui était individuelle, de cas par cas, que les juridictions canadiennes utilisaient entre les années 40 et 90 dans ces situations. Donc, ici, on ne veut plus mettre le poids sur les individus, mais de donner la responsabilité au gouvernement de faire ça de façon plus systémique et systématique. Donc, aussi, on doit le mettre en place avec une conformité. Et comme April a dit, il y a plus d'insistance sur la conformité dans la loi canadienne sur l'accessibilité.
parce qu'on a vu qu'avec la loi sur l'équité en matière d'emploi, que ces lois avaient besoin d'avoir un plus grand pouvoir. Donc, on doit faire un suivi, avoir des agences qui mettent en place ces lois au niveau fédéral. Prochaine diapo, Frank, s'il vous plaît. Donc, quelques remarques rapidement sur les différences entre ces deux lois. Maintenant, premièrement, leur histoire. La loi sur l'équité en matière d'emploi est un produit d'une autre époque, donc du début des années 80. On se demande s'il y a eu un débat constitutionnel à l'époque. Il y a eu l'Année internationale des personnes handicapées qui a mené à un rapport. Donc, avec les 4 groupes désignés qui ont été mentionnés par April, qui ont travaillé sur ça, donc femmes, minorités, visites, personnes handicapées et peuples autochtones, et aussi de l'importance de la conformité envers ceci, donc pas seulement dans les secteurs fédéraux, mais aussi avec des organismes comme les miens, l'Université de Victoria, des établissements postsecondaires, tous les collèges, universités doivent donc suivre cette loi sur l'équité en matière d'emploi parce qu'on reçoit du financement d'agences gouvernementales, donc on doit se conformer à cette loi qui n'est pas présent avec la loi canadienne sur l'accessibilité. Donc, la loi canadienne sur l'accessibilité, c'est surtout avec un groupe désigné de personnes en situation de handicapé, mais peut-être qu'on a une compréhension plus élargie du handicap maintenant avec cette loi et avec une concentration sur les obstacles intersectionnels, donc une utilisation plus moderne du langage quand on pense aux groupes qui ont besoin de soutien. La loi sur l'équité en matière d'emploi, ça se concentre plus sur l'emploi, alors que la loi canadienne sur l'accessibilité a un regard plus large sur l'accessibilité. On parle de programmes, de mesures qui doivent être mis en place pour complémenter la loi précédente. Donc, on parle de normes, de plans pour aller au-delà des obstacles et d'autres besoins comme pour les formations, l'éducation, le transport, le logement, le soin des enfants. Donc, plusieurs programmes qui ont été essentiels pour le succès de la loi sur l'équité en matière d'emploi. Alors, cette révision n'a pas été fait de la façon qu'elle envisageait. C'était pas aussi robuste pour le mouvement des personnes handicapées. Donc, même si je dis que la loi canadienne sur l'accessibilité a un regard plus large, on présume aussi que pour que ça fonctionne, il doit y avoir d'autres soutiens et services pour les Canadiens en situation de handicap. Dernière chose sur la loi canadienne sur l'accessibilité, il y a une date spécifiée pour la mise en place de tout ça. Pour les autres, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas de destination sur le parcours, pas de moment estimé de quand on va atteindre les objectifs. Mais ce qu'on voit dans la législation ontarienne et de la Nouvelle-Écosse et sur le plan fédéral, c'est qu'il y a une date spécifiée pour ça. La première itération, on n'avait pas ça, on évitait une loi de fin. Il y a eu du lobby de groupes de personnes handicapées demandant une date et ça a été ratifié maintenant pour qu'on ait une date spécifiée en 2040 pour un Canada sans obstacle dans les juridictions fédérales. Donc, dernière diapositive maintenant.
Encore une fois, c'est une mise à jour rapide sur le groupe de travail. Ça a été annoncé l'été dernier par le gouvernement Trudeau avec donc 12 membres pour ce groupe de travail. Il y en a un qui travaille avec la ministre Qualtrough et implicitement, on admet implicitement que même s'il y a eu du succès, beaucoup de travailleurs affrontent des obstacles sur le milieu du travail pour l'avancement, les promotions. Et plusieurs secteurs fédéraux ne reflètent pas toute la diversité de la population. Il y a une phrase intéressante qu'utilise le gouvernement, donc il faut refléter toute la diversité. Alors, ça va être amendé, je crois, pour utiliser plus de groupes que les 4 qui ont été identifiés dans les années 80 et inclus dans la loi en 86 et amendé en 95. Donc, il y a d'autres groupes qui cherchent pour cette justice qui vont sûrement être inclus dans la loi. Alors, le groupe de travail, on leur demande de regarder comment améliorer la responsabilisation et la conformité qui n'a pas été inclus dans cette loi. On veut améliorer les rapports publics, la transparence et on veut savoir comment mieux soutenir les groupes qui se battent pour l'équité. Comment est-ce que les personnes racisées, les groupes LGBTQ+, et autres groupes, comment peuvent-ils être protégés sous cette loi qui est mise à jour? Donc, la loi va être envoyée au ministre vers l'automne et il y aura un rapport final à la fin de l'année avec une discussion parlementaire en 2023 avec donc des audiences sur ça. Il y a eu des consultations cet été avec des groupes concernés. Je crois qu'il y aura un autre processus l'année prochaine. L'automne 2023, sûrement, il y aura des audiences parlementaires pour proposer des amendements à cette loi sur l'équité en matière d'emploi. Et je suis certain, je sais que les groupes de défense des droits des personnes en situation de handicap vont être inclus. Et alors, j'arrête ça là. Merci Frank et Elisabeth. Merci Michael. Excellent. Révision de ça. Donc, j'aimerais poser des questions maintenant. À votre avis, la loi sur l'équité en matière d'emploi, à quel niveau intègre-t-elle les personnes handicapées dans sa législation? Donc, on va commencer avec April et ensuite Michael. Oui, les personnes en situation de handicap sont parmi les groupes désignés, donc ils ont été inclus. Great. Michael, do you want to Michael? add? Yeah. Absolutely. Voulez-vous ajouter quelque chose? Absolument. April, comme elle a dit plus tôt, elle a dit humblement dans ses remarques qu'il y a eu beaucoup de travail très fort de militantisme en lien sur la loi sur l'équité en matière d'emploi pour que les Canadiens en situation de handicap soient reconnus. Ce travail, donc, il y a 40 ans. Et le juge a été très impressionné par les présentations, les propositions des groupes militants de l'époque. Mais maintenant, quand on parle des 4 groupes résignés, des rapports annuels sur l'équité qui sont publiés par le gouvernement du Canada, les groupes qui ont eu le moins de succès ou un succès modeste sont les Canadiens en situation de handicap. Donc, les personnes qui en ont profité, on pourrait dire, c'est les gens qui étaient déjà sur le marché du travail. Donc, il y a des obstacles qui continuent et on sait que chaque année, avec la Commission des droits de la personne, le plus grand nombre de plaintes sont par des personnes en situation de handicap. Slow motion. And I think
that's probably one phrase that we could say today. We could quote Ralentissement, disons, constant, c'est certainement la meilleure citation. Si on pense 40 ans plus tard, c'est toujours une phrase assez appropriée qui décrit la situation de la plupart des personnes en situation de handicap et qu'on compare la situation au succès attendu de cette législation. Maintenant, merci beaucoup. Maintenant, comment est-ce que la loi sur l'équité en matière d'emploi pourrait-elle mieux soutenir les travailleurs en situation de handicap? Je vous pose la question. April et Michael. We're not hearing you, April. I don't know if you're Sorry, on. Oh, I think On I n'entendait pas April. no worries. Do you want me to repeat the question? Sure, that would be Sure. Je vais répéter la question, dit Elisabeth. À votre avis, comment est-ce que la loi sur l'équité en matière d'emploi pourrait-elle mieux soutenir les travailleurs en situation de handicap? Je pense que ça serait aidant, par exemple, d'améliorer la portée de cette loi en allant chercher de l'information désagrégée et puis en considérant également l'aspect intersectionnalité entre les différents groupes pour qu'on puisse avoir une meilleure idée, dans le fond, de comment il y a des intersections aussi entre les différents groupes qui sont intéressés par qui sont couverts par cette législation. Est-ce que, Michael, vous avez quelque chose à ajouter de votre côté, micro? Une des attentes pour tous les groupes vis-à-vis de cette loi, sans parler nécessairement des personnes en situation de handicap, c'est le concept de la masse critique. Pour que cette loi, pour qu'on ait vraiment un milieu de travail qui soit inclusif, on veut aller chercher des représentants de différents groupes. Il ne s'agit pas juste de cliquer sur des boîtes et de dire, bon, on a atteint notre quota de personnes en situation de handicap. C'est les niveaux les plus élevés de l'organisation, le management senior et la direction. C'est à ce niveau-là qu'il y a une sous-représentation. Donc, il y a un manque de rôle, de modèles, et il y a un manque de défenseurs de haut niveau. Donc, un de nos objectifs, c'est de s'assurer que la personne, que le vice-ministre dans le service public du Canada n'est pas la seule. Mais en quelque sens, c'est comme ça. Donc, il faut qu'il y ait essentiellement qu'il y ait un changement plus profond, un changement de culture par rapport au regard que l'on pose sur les personnes en situation de handicap. Et puis, il y a le financement, qui sont souvent des financements sur des projets pilotes sur quelques années, alors que c'est un projet qui devrait être stable. Le fait qu'on mette à jour une partie de législation qui a une quarantaine d'années d'existence, ça montre que c'est un travail qui se fait à la pièce, alors qu'il faudrait que ce soit un travail continu. Ce n'est pas juste un engagement sur 2-3 ans dans tel ou tel budget et suivi d'annonces. Il faut que ce soit vraiment un effort constant. Et puis, par exemple, il faut qu'il y ait des milieux accessibles pour les écoles, dans le milieu d'éducation, pour les cégeps, et meilleure transition aussi vers le marché du travail. Donc, il faut que l'on parle aussi de ce qui est le marché du travail et l'arrimer également à tout ce qu'il y a avant, c'est-à-dire les études. Mais si le gouvernement fédéral peut devenir un employeur modèle, ce qui n'est pas encore le cas, ça pourrait être aidant. Donc, on est encore dans l'approche d'avancer vers. Alors, il y a encore beaucoup de travail à faire. Avancer vers nos objectifs, mais il y a encore du travail à faire. Donc, comme dit April, oui, on a besoin de données désagrégées plus solides et tirer les leçons de ça. Et améliorer aussi les pratiques entre les différents gouvernements. On n'a pas besoin de réinventer la roue. On a eu toutes les conversations sur ce qui fonctionne et maintenant, il faut aller de l'avant. Il faut qu'il y ait une meilleure représentation
à tous les niveaux de la hiérarchie. Thank you so much. I think I'll ask one more question. Merci, merci beaucoup. Je vais poser une dernière question et ensuite on va ouvrir les questions de la part du public. Maintenant, si on pense au gouvernement fédéral qui s'est engagé à embaucher 5 000 personnes en situation de handicap, à votre avis, quelles sont les mesures qu'il faudrait prendre pour s'assurer qu'il y ait un processus de recrutement et d'embauche qui soit vraiment inclusif? Alors, je pose la question aux deux. Je vais commencer, dit Michael, comme ça va donner un petit peu de temps à April pour réfléchir à sa réponse. Quant à moi, je pense que on a besoin d'abord d'un système de reddition de comptes. Donc, il faut que l'on s'assure que les vice-ministres, les ministres et les autres, tous soient rendus redevables par rapport aux attentes, par rapport aux résultats. Il y a une dizaine d'années, on a fait un engagement. On a pris un engagement vis-à-vis des vétérans canadiens. Et puis, dans le passé, bien sûr, on l'a fait après la Deuxième Guerre mondiale. On en a engagé des milliers au sein du service fédéral. Même engagement, il y a 10 ans, vis-à-vis des vétérans d'Afghanistan et d'autres vétérans de différentes missions de paix des années 90. Et donc, on a échoué dans cet engagement. Alors, si on n'a pas été capable de faire pour nos vétérans, c'est normal qu'on soit sceptique que ce soit fait vis-à-vis des personnes en situation de handicap. Donc, on a besoin de s'assurer qu'il y ait des conséquences, dans le sens que si on ne respecte pas les engagements, il y ait des conséquences et il faut qu'il y ait une transparence. Autrement, j'ai bien peur que l'on passe à côté de nos objectifs. Alors, il faut qu'il y ait beaucoup d'ouverture, de transparence et des récompenses d'un côté, oui, mais aussi des pénalités. C'est-à-dire, si on ne se conforme pas, il faut qu'il y ait des conséquences. Il faut mettre en quelque sorte de la pression de façon professionnelle, que les personnes soient tenues responsables de leurs engagements. April, voulez-vous revenir sur cette question, sur le processus de recrutement inclusif? Alors, pour cela, il faut qu'on ait des politiques et des pratiques qui soient vraiment solides, robustes, pour que les personnes en situation de handicap veuillent rester dans les emplois qu'ils occupent. Donc, qu'il y ait des démarches pour assurer pas juste le recrutement, mais la rétention. Alors, souvent, il y a des personnes en situation de handicap qui donc commencent à occuper un emploi, par exemple, et la culture donc dans le milieu de travail doit être capacitante dans le sens que ce soit un milieu propice à la personne en situation de handicap pour qu'elle puisse s'épanouir aussi et rester. Donc, une des révisions donc de la loi sur l'équité en matière d'emploi expliquait combien c'est important le climat aussi, parce qu'autrement, il y a en fait il y a le risque que des personnes en situation de handicap aient un emploi et qu'ensuite ils quittent leur emploi. Donc, c'est important que l'on affronte la question du capacitisme également dans le milieu de travail. Et pour revenir au concept de masse critique, si vous êtes le seul ou la seule dans une unité, dans un service, ça peut être un contexte parfois inconfortable. Mais s'il y a davantage de personnes dans la même situation, dans une situation analogue, ça devient plus facile pour la personne de s'épanouir dans son milieu de travail et ça va avoir un impact aussi sur l'approche capacitiste de ce milieu. Donc, il y a une obligation de la part de la direction d'affronter la question du capacitisme et de cette mentalité en milieu de travail. Alors, merci beaucoup pour vos réponses. J'inviterai les participants à poser leurs questions dans le chat ou bien à lever la main. Alors, on a Sherry qui pose une question sur
taux, de chômage de 50% chez les jeunes en situation de handicap? Et qu'est-ce que l'on peut faire pour rendre le gouvernement redevable par rapport à l'avenir de ces jeunes? Yes, happy to. Michael? The federal government, Le gouvernement fédéral, et j'aimerais remercier Frank pour m'avoir rappelé certaines des initiatives de la part du gouvernement fédéral qui ciblent les jeunes du secondaire, également les jeunes qui continuent leurs études au niveau supérieur. En fait, pour pour cette situation, le rôle des provinces est majeur. Ça revient aux millions de dollars qui sont transformés par le gouvernement fédéral aux provinces. Et on entend parler de financement pour les soins de santé. On entend beaucoup parler de péréquation, paiement de péréquation. Donc, on entend toujours parler des transferts de la part du fédéral pour les provinces en matière d'éducation et d'emploi pour les jeunes. Mais ça met le point, en fait, sur les groupes de plaidoyer qui défendent les droits des personnes en situation de handicap pour aller chercher une partie de ces financements. Alors, la conversation nationale doit continuer pour intégrer des pratiques qui puissent systématiquement intégrer les jeunes en situation de handicap. C'est sûr que la pandémie a eu un impact énorme sur l'emploi. Le taux d'emploi global au Canada est revenu au taux pré-COVID, statistiquement pour la population en général. Mais quand je vois en Colombie-Britannique, on ne parle pas de la même situation pour les personnes en situation de handicap. On n'est pas revenu au niveau d'emploi de pré-COVID. Donc, le taux de chômage est encore très élevé chez les jeunes, notamment. Alors, on parle de manque de force de travail, mais le problème, c'est qu'il y a toujours des obstacles pour l'accès des travailleurs en situation de handicap dans certains postes. Donc, pour revenir à ce que disait April, ça prend du temps pour réaliser ces changements sociaux importants. Alors, il faut qu'on continue à les défendre et continue à viser les résultats attendus. Alors, c'est sûr que on rentre en récession, ça risque d'aggraver encore plus la situation. Alors, on est tributaire des hauts et des bas de notre économie. Alors, les gens se concentrent davantage sur les problématiques liées à l'inflation que celles liées à l'emploi. Alors, je ne veux pas être pessimiste, mais on a devant nous bien des défis. Et on ne peut pas condamner une autre génération de jeunes à un avenir d'assistance sociale ou de chômage. Alors, merci, Michael. On a d'autres mains levées. Alors, merci beaucoup, Heather et Frank. If I can get you to read the next hand that's up, that would be great. So Heather, over to you. Heather. Elizabeth Muller. Thank you so much, Elizabeth. Merci beaucoup, Elisabeth. Mon plus grand souci, c'est le déséquilibre par rapport aux pratiques capacitistes. La communauté a déjà défendu et répété plusieurs éléments, plusieurs conseils, mais il n'y a pas de résultat tangible et soutenable jusqu'ici. Il y a, comme on disait, il y a souvent des fonds qui sont affectés pendant quelques années, mais il n'y a rien qui en fait vise un impact à plus long terme. Donc, rien ne soutient ce qui pourrait amener des changements permanents et stables. Et je suis inquiète de penser que l'on continue à demander au gouvernement de faire le travail pour nous et que l'on pousse dans cette direction en insistant sur le fait que c'est leur responsabilité, mais ils ont quand même un devoir de reddition de comptes. Et ce serait à nous aussi d'évaluer comment ils se comportent, c'est-à-dire comment ils se situent par rapport aux attentes. Et puis, si jamais on se rend compte qu'ils ne se sont pas rendus là où ils auraient dû se rendre, parfait, on se donne des échéances, on vous donne peut-être 2 ans pour atteindre cet objectif, mais il faut qu'ils soient redevables. Et donc, il faut qu'il y ait un changement dans l'équilibre de pouvoir. Parce que tout ça, ça nous conserve ultimement, c'est nous. Et tout ce qu'on a fait, c'est qu'on leur a permis, on ne l'a pas toujours fait, mais une des choses qu'ils ont fait de leur côté,
c'est qu'ils ont adopté le modèle et appliqué le modèle charitable. Donc, on veut rentrer dans la société, ils répondent parfait, on va s'occuper de vous. Ensuite, on revient chez nous et on se rend compte que la situation est toujours la même. Donc, c'est nous qui devons être une force active pour pousser afin qu'il y ait un équilibre au niveau du pouvoir aussi de prise de décision. Il ne s'agit pas juste d'être là pour être consulté. Il faut qu'il y ait un partage de pouvoir à la table au niveau décisionnel. Et si on regarde le préambule sur la loi sur les droits des personnes en situation de handicap, on le dit clairement, il faut que l'on soit assis à cette même table et qu'on soit des partenaires à part entière pour décider de ce qui nous concerne directement. Je suis tout à fait d'accord. Alors, je m'excuse de devoir vous interrompre. Étant donné qu'on a commencé avec un petit peu de retard à cause de la technologie, je vais peut-être prendre une autre minute. We had a couple of hands up. Noah had his hand up. Noah, yes, go ahead. What's your question, Noah? Noah, Votre question, Noah. allez-y. Quelle est votre question? Thank you very much. Merci tout le monde. C'est super de vous entendre tous. Je suis du Nunavut. Great discussion. We're talking about. Il y a, avec les provinces, les territoires, il y a des bonnes discussions. On parle d'équité, d'accès, de justice. Je me demande aussi, We mentioned earlier je about. sais qu'on a mentionné plus tôt au sujet des provinces et des territoires. Are we going to be part of the process of? Est-ce qu'ils vont faire partie du processus pour améliorer cet accès? Parce que en ce moment, on parle de 25 communautés ici au Nunavut et dans d'autres provinces et des communautés urbaines aussi partout au Canada. Comment est-ce qu'on peut As well as. être inclus de façon équitable? On discute de financement significatif, mais plus on s'éloigne, plus le financement doit être grand. Donc, comment est-ce qu'on peut améliorer ceci? Si je peux répondre à Noah, c'est super de vous voir. On a travaillé ensemble sur un comité avec Inclusion Canada. J'ai mentionné dans ma présentation, Noah, que le gouvernement du Canada dit que dans ses transferts de paiement aux provinces et aux territoires, qu'il y a des fonds dédiés spécifiques qui iront aux personnes en situation de handicap. Donc, le gouvernement du Canada doit s'assurer que les gouvernements provinciaux et territoriaux doivent être transparents avec leur utilisation des fonds et dans leur juridiction pour les personnes en situation de handicap. On est inquiet qu'il y aura moins d'argent que dans le passé. Et ce qui était offert dans le passé n'a pas été augmenté depuis plus d'une décennie. Aucune augmentation depuis le début des années 2000 et c'est vraiment choquant. Ça montre un manque d'engagement et de priorité. Et maintenant, dans cette nouvelle itération, c'est encore plus difficile de voir où va l'argent. Donc, c'est important qu'on dise, montrez-nous où va cet argent, montrez-nous un audit. Et comme April a dit, c'est pas seulement pour la formation des emplois, mais c'est pour la rétention d'emplois pour permettre aux gens d'avancer dans l'emploi, pas seulement d'avoir juste une job, mais d'avoir une carrière. Donc, les gouvernements ont l'obligation d'être ouverts et responsables. Merci pour cette question, mon ami. Excellente question, Noah et tout le monde. Donc, pour respecter le temps, on doit conclure la partie formelle, mais si les gens veulent rester après
qu'on arrête l'enregistrement, vous pouvez rester, vous êtes les bienvenus. Elisabeth, je veux juste ajouter quelque chose avant de conclure. Je sais que les interprètes vont devoir quitter bientôt, mais je vais garder ça court. Une chose que je trouve très encourageante comme organisme qui représente les étudiants et les diplômés en situation de handicap et en tant que fier membre du CCD, très heureux de travailler avec Michael et April avec cet événement. On voit beaucoup de mouvements dans des ministères gouvernementaux qui contactent nos organismes, donc des sociétés d'État comme Poste Canada, par exemple, qui montrent qu'ils veulent donner cette inclusion dans leur milieu. Alors, on travaille avec eux pour voir comment est-ce qu'on peut inclure des employés en situation de handicap. Par exemple, on sait que le gouvernement veut engager 5 000 personnes en situation de handicap de plus d'ici 2025. On peut croire que c'est un très petit chiffre quand on sait combien de personnes travaillent au sein de la fonction publique. Et on sait que beaucoup quittent ces emplois parce qu'il y a de la frustration, de la discrimination. Mais il y a des nouvelles encourageantes à l'horizon avec cette réforme de la loi sur l'équité en matière d'emploi et la loi canadienne sur l'accessibilité pour que le secteur fédéral. Je veux mentionner encore deux choses. Désolée, Frank, les interprètes doivent quitter, mais peut-être qu'on peut continuer d'en parler après l'enregistrement. Je veux juste finir quelque chose rapidement sur le sujet d'embauche. Le gouvernement doit le faire en plus grand nombre partout au pays. Michael, je veux dire aussi, peut-être qu'il n'y aura pas d'imperturbation pour Michael, mais avec la loi sur l'équité en matière d'emploi et sur la collecte de données, incluant les sondages de Statistique Canada, c'est des personnes qui font de l'autodéclaration. Donc, je crois qu'il y a beaucoup de personnes en situation de handicap dans des ministères fédéraux et dans des rôles au sein du gouvernement qui ont peur de s'auto-identifier parce qu'ils ont peur qu'il y aura des conséquences, surtout pour les personnes avec des handicaps épisodiques ou invisibles, comme les douleurs chroniques, par exemple, qui croient qu'ils ne peuvent pas s'auto-identifier, même s'ils disent que le sondage est anonyme parce qu'ils ont peur des conséquences avec leur gestionnaire. Ils ont peur de discrimination par la suite. Donc, on a dépassé notre temps, mais j'ai cru que c'était important de mentionner ça si April ou Michael voudraient parler de ça, de l'auto-identification. Beaucoup de gens nous en parlent. Donc, ils nous disaient, je travaille à un bas niveau dans l'échelon et j'ai peur de m'auto-identifier pour recevoir les accommodements qui me permettraient de mieux faire mon travail. Et je suis désolée d'avoir dépassé le temps, mais c'est important. Nous sommes des interprètes à ASL. On doit quitter. On a d'autres travails. On est vraiment désolé, mais bonne chance pour le reste de votre réunion. Je suis désolée, Frank. Je dois quitter parce que j'ai aussi un autre rendez-vous. D'accord. Peut-être Mike. Elizabeth, Oui, je suis bien heureux. Donc, je serais bien heureux